Et je crois que c'est aussi un livre de François Giraud. Je n'en suis pas sûr, mais... OK. Donc, on va démarrer. Alors, comme on est suffisamment distancié, on va enlever les masques et commencer cette rencontre autour de Sofiane Benfarhat et son travail, Le chat et le scalpel. Avant cela, bien entendu, un mot de bienvenue au nom de l'équipe de l'Institut français de Tunis et bienvenue à vous tous. Et nous allons essayer de découvrir ce livre avec son auteur et également peut-être tout à l'heure avec un ou deux extraits que je pourrais vous lire. Voilà. Alors, Le chat et le scalpel de Sofiane Benfarhat intrigue pour deux raisons. D'abord, pour son titre, qui est un peu, comment dire, engageant, mais en même temps un peu mystérieux. Et d'autre part, par le propos qu'il se donne, parce que le livre nous propose le bilan d'une décennie de chambardement. Donc, un projet qui est très large et qui va se concrétiser grâce à des personnages, grâce à des situations qui traversent tout ce texte. Nous allons essayer de le découvrir ensemble, et comme Sofiane est avec nous aujourd'hui, peut-être que la première question que je vais lui poser va concerner le titre du roman qui est paru chez Nirvana en septembre 2020. Donc peut-être pourriez-vous, Sofiane Benfarhat, nous mettre un peu dans le bain de ce roman en nous analysant un peu de votre côté son titre. Très bien, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour un débat. Je considère que c'est une espèce de divertissement intelligent avec bien sûr la situation du Covid-19 et tout ça. Je suis heureux aussi de retrouver mon confrère et ami Hatem Bouliel. On se connaît depuis des décennies, on a travaillé longtemps ensemble, on entretient toujours de très bonnes relations. Alors allons droit au but. Pourquoi le chat et le scalpel? Vous savez, Hatem, vous êtes journaliste comme moi, vous êtes un excellent journaliste francophone surtout. Les titres, ça vient après avoir commis un article. Moi, au début, quand j'avais pensé à un autre titre, puis je me suis retrouvé à écrire dans l'un des passages, c'est un chat qui se met près du cœur qui ronronne, mais il tient un scalpel. Et je me suis dit, voilà, le chat et le scalpel, c'est-à-dire c'est une espèce de ronronnement, pas sanglant, parce qu'on n'est pas dans le festival d'Avoriaz ni dans la littérature fantastique, mais disons un peu tristounette, parce que le personnage, les protagonistes en tout cas, et divers personnages de ce roman sont un peu dans la désillusion au bout de 10 années de révolution. Pour le titre, je crois qu'il s'est imposé de lui-même. Il est un peu même extravagant, je dirais. Il est peut-être aussi un peu comme vous le disiez si bien, engageant. En ce qui concerne le roman, c'est-à-dire que moi, j'ai pensé écrire ce roman en 2016. Puis après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'écrire en 2016. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Trotsky, qui était l'un des dirigeants de la révolution russe, était un excellent écrivain d'ailleurs. Il écrivait très bien, on l'appelait la plume. Et à certains moments, il était devenu ministre des Affaires étrangères. Alors, il va voir les Allemands pour faire un traité qu'on appelle le traité de Brest-Litovsk. Et l'un des Allemands lui dit, il écrit ça dans ses mémoires, Ma vie ou bien Histoire de la Révolution russe, je l'ai lu depuis 30 ans, l'un des Allemands lui dit, écoutez, nous, les Allemands, on ne va pas vous reconnaître les bolcheviks tant que vous n'avez pas Tourgueniev, tant qu'on n'avait pas Tolstoï, tant que vous n'avez pas Dostoïevski, tout ça. Et Trotsky lui répond, lui dit, monsieur, vous savez, la littérature arrive toujours en claudiquant. Et c'est vrai, il faudra attendre pour qu'il y ait Sergei Yesenin, pour que Mayakovsky aussi fasse des choses, pour qu'au niveau du cinéma, Eisenstein fasse des choses, et pour qu'après, au niveau du roman, apparaisse un homme de l'immensité de Bulgakov, ou bien après de Pasternak. Donc la littérature arrive toujours en claudiquant. En 2019, je me suis rendu compte que le projet était mûr. Et c'est pour ça que le livre a fermenté pendant des années, mais je l'ai écrit très vite. De toute manière, moi, mes livres, je les écris très vite, mais je les mûris pendant assez longtemps. Voilà. Alors, merci pour cette première explication. D'autre part, on va s'arrêter un tout petit peu sur le personnage du narrateur. Et le narrateur, justement, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une société
en crise de référence. Et tout son savoir, toutes ses capacités, toute son intelligence se trouvent remises en question. C'est une situation terrible, d'autant plus que votre personnage, il passe par une crise relative à son âge. Oui, parce qu'il a la cinquantaine bien sonnée. C'est un botaniste. C'est quelqu'un... Voilà, donc... vous savez, le narrateur, quelque part, quand on écrit, c'est pas, on ne se décrit pas forcément, mais on décrit sa société. Le roman, moi, j'estime que le roman est le genre majeur de la littérature et des arts. De toute manière, moi, je fais un tas de choses, mais je trouve que l'art le plus difficile, c'est l'écriture. Et l'écriture la plus difficile, c'est celle du roman. Et quand on revient à l'histoire universelle, on va trouver Les Mille et une nuits, Don Quichotte, puis on va trouver Voltaire. Pas plus tard qu'hier, par exemple, je tremblais en relisant des passages de Rodolphe, de Benjamin Constant. L'histoire des pays, c'est dans les romans. L'histoire de la Révolution française, l'histoire de la Révolution russe, l'histoire de la Révolution égyptienne. Rarement, moi, qui suis un homme qui lit beaucoup, comme Hatem, d'ailleurs, que je connais très bien, rarement j'ai acheté un livre sur l'histoire de l'Égypte ou l'histoire de la France ou l'histoire de la Russie. Mais je le connais très bien à travers Tolstoï, à travers Najib Mahfouz, l'Italie, bien sûr, à travers Italo Calvino ou bien Manzoni et tout ça. Et donc, le roman, réellement, c'est ce qui reste généralement. Et puis, la culture, comme disait Malraux, c'est ce qui reste quand on aura tout oublié. Donc, moi, j'ai commis quelques romans, pas trop, j'ai publié 12 livres, mais dans ce roman, j'ai essayé de faire un portrait de groupe de la Tunisie actuelle, ici et maintenant. C'est une tâche trop difficile. Pourquoi? Parce que le livre, généralement, le roman comme le cinéma, peut être de prime abord un coup de poing. Et après, ça devient un coup de cœur. Le personnage principal, il y a 10 protagonistes, donc 10 personnages principaux, ou bien une quinzaine, mais il y a à peu près 200 personnages dans tout le roman, exactement 198. Je les ai comptés parce qu'ils ont tous des fiches, donc je les connais, leur portrait psychologique, leur sociotype et tout ça. Et quelqu'un qui, comme vous et moi, Hatem, à la cinquantaine bien sonnée, un peu plus même, et qui a vécu tout ça, donc qui est quelqu'un, en arabe on dit mukhadram, c'est-à-dire à cheval entre deux systèmes, entre deux régimes. Nous, on a commencé à travailler ensemble du temps de Bourguiba, Hatem et moi ensemble, on a travaillé à Tunis Hebdo, à la presse et tout. Et puis on a passé la période Ben Ali, puis on a vécu la période après la révolution de 2011. Donc le personnage, bien sûr, il vit la crise que nous vivons tous. J'ai essayé de prendre un personnage qui est un peu la moyenne et qui se dit comme quelqu'un qui dit dans Candide de Voltaire, quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Comme vous et moi, nous sommes restés dans ces pays, on n'est pas parti, on ne partira jamais, même si on vit passablement un peu au-dessus de la moyenne, peut-être. Donc, les autres personnages aussi, à travers lui, j'ai ouvert la voie à l'exposition et à l'expression d'autres personnages, dont un personnage très important qui s'appelle Sabra, et qui a été si important. Ceux qui écrivent le savent, parfois le personnage devient fort, il exige d'être là, il interfère dans divers chapitres et il devient exigeant à telle enseigne que pour me débarrasser de Sabra, je lui ai fait un accident dans le roman. Elle est en suspens maintenant, on ne sait pas ce qui est arrivé à Sabra après, parce que c'était devenu un personnage trop important pour moi qui a débordé un peu sur les autres. Et croyant me débarrasser de Sabra, naît un autre personnage qui est Liba, qui est aussi un personnage qui vit dans les îles et dans la mer, qui est en rupture de ban avec la Tunisie, mais qui ne peut pas. Elle a décidé un jour, suite au déboire qu'elle a vécu avec son mari, avec les intégristes, avec la violence dans ce pays, elle s'est dit, je vais rencontrer l'homme le plus seul au monde. L'homme le plus seul au monde, c'est quelqu'un qui existe maintenant, il vit en Amazonie. Elle a découpé un journal, elle voulait y aller, elle ne pouvait plus. Donc, elle est restée dans le pays sans y être réellement, parce qu'elle vit dans les phares, dans les îles et dans les barques, qui plus est, grimée en homme. Bien sûr, je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que j'ai intérêt, et mon éditeur surtout, et mes libraires, à ce que vous lisiez le livre.
Très bien. Alors, nous sommes à peu près une cinquantaine là, à suivre la conversation actuelle, et puis nous sommes quelques-uns ici à l'Institut français de Tunis. Je vous invite à poster vos questions au cas où vous auriez des questions pour rebondir sur ce que dit Sofiane Benfarhat, et nous répondrons bien sûr à vos questions, ceux qui sont sur Facebook, sur la page de l'Institut français de Tunisie. Puisque vous parlez de Sabra, Sofiane Benfarhat, moi je voudrais souligner que ce personnage est né en plein mois de décembre, dans l'hiver, à la campagne, dans un endroit pas très bien défini entre Kesra, Rouhiya, enfin dans le nord-ouest de la Tunisie ou le centre du pays. Et puis après, on la retrouve ailleurs. Et ce personnage, c'est vrai, puisque vous en parlez, peut-être qu'il tisse une petite métaphore. Oui, Sabra, premièrement, la région du nord-ouest est l'une des plus belles régions de Tunisie. Et ça a toujours été le vivier de la lutte pour la liberté à travers les âges. Que ce soit Takfarinas, que ce soit Jugurtha, que ce soit les Gildon, que ce soit Ali Ben Zerm au XIXe siècle, que ce soit en 1906 Ben Othman, Atala, ça a toujours été ça. Même cette région a toujours été, c'est un peu comme l'Auvergne par exemple en France et tout, a été second class, déclassée par rapport au nord-est par exemple en France et tout ça. Donc je me sens une certaine dette envers cette région, qui est une région très belle, avec aussi des gens berbères. Sabra est purement berbère. Sabra, quand elle est née, on ne l'a pas appelée Sabra, on l'a appelée El Maïoufa, je crois, c'est-à-dire la répugnante, parce qu'il y avait la mortalité infantile, donc on donnait des noms aux enfants pour que la mort ne s'en approche pas, et sa mère la laisse avec son sang en pleine nature, afin que les loups la mangent, et son père n'était pas là. Et elle arrive à survivre quand même. Et son père, quand il revient, parce qu'après sa naissance, il y avait une tempête de neige, elle n'existe plus. Son père a perdu un cheval, il a gagné beaucoup de chevaux en revanche. Et puis la nature est redevenue exubérante. Il lui a dit, cette fille est une battante, on l'appellera Sabra, celle qui résiste, la femme patiente, la battante. Et Sabra, à travers elle, je suis allé vers cette région refoulée dans notre culture nationale, qui est la culture amazigh et la culture berbère, et elle vit à Kessla précisément, sur le toit du monde, l'une des plus belles régions au monde d'ailleurs. Kessla, il faut aller voir. C'est un caillou, un nid d'aigle perché entre les nuages dans le nord-ouest tunisien. Et après, Sabra, sa vie sera un long combat, même si Sabra n'assume pas cela d'une manière évidente. C'est-à-dire, par accident, elle arrive à ça. Et puis après, il y aura ses frères Masmoud et un autre frère qui combattent les intégristes et tout ça, qui sont en train de combattre les intégristes maintenant dans le nord-ouest tunisien. Pour moi, Sabra représente, quand vous lui dites si bien Hatem Bouliel, le prototype de cette culture qui est complètement phagocytée en Tunisie, d'une manière consciente d'ailleurs, parce que des gens croient que l'histoire du pays a commencé avec les Arabes, avec les musulmans. Or, la Tunisie est plurielle, l'identité de la Tunisie est multiple, il y a de tout dans les Tunisiens. Il y a du carthaginois, il y a du romain, il y a du byzantin, il y a du turc, il y a de l'andalou, il y a de l'espagnol, il y a du français, il y a de tout. Nous sommes un melting pot. Et je parlais aussi du quartier du Passage, qui était un quartier aussi cosmopolite. Je regrette que maintenant, le cosmopolitisme est battu par des identités meurtrières et par les localismes, disons, vertigineux. Et nous sommes en train de vivre dans des replis identitaires très dangereux, pas seulement en Tunisie. On a vu, pas plus tard que la semaine dernière, ce qui s'est passé au Capitole, à Washington. C'est quelque chose quand même d'effarant, ce qui se passe en Italie, en France et ailleurs. Alors, vous nous avez parlé du Nord-Ouest. Il y a aussi des passages importants du livre, en tout cas des passages pivots. Le livre est construit en 33 séquences. Mais certaines de ces séquences se passent dans ce que vous qualifiez de ceinture rouge, c'est-à-dire dans des cités comme Hayehlel, dans des cités comme Boljarlira, ce que vous évoquez d'ailleurs dans une page d'histoire. Et puis, justement, on vous retrouve dans l'histoire au long cours et également dans l'histoire très proche de nous, les années 60, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous faire... Oui, alors, le passage sur Hayehlel, parce que moi, je travaille beaucoup le style. Pour moi, le roman, c'est le style. L'un des plus grands romanciers de tous les temps, pour moi, ça a toujours été Flaubert, qui calait pendant des mois pour une phrase, pour une transition. Le style, c'est quelque chose d'essentiel dans la littérature, surtout la littérature française, qui est l'une des littératures les plus développées au monde. Même la littérature américaine, nord-américaine, je pense à William Faulkner, à John Updike, à d'autres romanciers célèbres, à
Tony Morrison et tout ça. Moi, je travaille dans le style, je suis plutôt dans un style, disons, moi j'aime la démesure et j'aime aussi la digression. Moi, je suis l'enfant de l'Orient, comme nous tous. Je m'appelle Mohamed Sofiane Ben Mohamed Ben Ali Ben Abdeltif Ben Farhat. Je suis un oriental. L'Orient commence quelque part à Paris ou même à Marseille. L'Orient, c'est un concept beaucoup plus qu'autre chose. Mais aussi, nous sommes l'Occident du Moyen-Orient. Nous sommes le Maghreb. Le Maghreb, c'est le couchant, c'est l'Occident. Boumedienne disait que les Maghrébins sont les Cartésiens du monde arabe. Alors, pour revenir justement à Hayy Hlel, je parlais du style. À Hayy Hlel, moi, j'ai écrit dans un style que je n'aime pas. Le style de Zola, le naturalisme. Je n'aime pas ce style. Mais je me suis rendu compte que pour rendre compte d'une réalité, d'une manière cruelle, tout en ne perdant pas les dimensions esthétiques, parce que le roman est une écriture aussi esthétique, de très haute facture esthétique, le naturalisme est incontournable. J'ai écrit ce chapitre de Hayy Hlel, dans la digression aussi, à travers le personnage de Hamnej et tout ça, en évoquant bien sûr, encore une fois, quelque chose de refoulé. En 65, il y a eu des morts tout près, Bourladila, inspiré de Sidi Bel Hassan, des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient déracinés. C'était la paysannerie aux abois, comme nous le dit le fameux livre de René Dumont, qu'on a eu la chance d'interviewer, vous et moi, en 1988, je crois, à Gafsa, l'un des plus grands de tous les temps, René Dumont, qui a disparu, qui a vécu assez longtemps. Et il avait écrit un livre, Tunisie, Sénégal, je crois, Bangladesh, paysannerie aux abois. C'était les gens aux abois, les gens déracinés suite à l'accumulation primitive du capital en Tunisie dans les années 60, à l'expérience aussi de collectivisation forcée des années 60. Et lui, il trouve qu'on a tué beaucoup de gens, et lui, il s'est enfoui, il s'est caché pendant de très longues années. Après, il a fait le ban, ils sont tous morts et tout. Donc, j'ai décrit Hayy Hlel ici et maintenant, qui est à 5 minutes du gouvernement, du siège du gouvernement. Hayy Hlel, c'est la Casbah, c'est le promontoire de Hayy Hlel, qui est un quart d'heure du Parlement, à une demi-heure d'encablure de la présidence de la République, mais qui constitue jusqu'à maintenant l'un des quartiers les plus en panne. Rarement les gens font de l'ascension sociale à travers Hayy Hlel. Donc là, j'ai travaillé sur le quartier de Hayy Hlel, mais toujours en gardant en image, en gardant le style romanesque, parce que le style romanesque n'est pas l'enquête sociologique. Quoi que Zola faisait, le naturalisme, c'est ça, c'était une véritable enquête sociologique. À telle enseigne que, par exemple, Karl Marx aimait beaucoup plus Balzac que Zola. Pourtant, Karl Marx avait fondé l'Internationale. Mais il trouvait chez Balzac, qui était un légitimiste, un orléaniste, tout ce qu'il y a de plus ringard au niveau politique, mais dans ses écrits, les paysans, les chouans et tout ça, il représentait le souffle auquel aspirait justement Karl Marx, parce que l'appétit de littérature faisait qu'il créait des personnages qui s'insurgeaient contre sa propre conviction à lui en tant qu'écrivain. Et c'est là la magie de l'écriture. Très bien. Donc, nous continuons notre conversation. On va l'élargir un peu tout à l'heure pour que nous puissions participer avec des questions et des commentaires. Je voudrais quand même dire à Amira Masrour que la réponse à sa question a été donnée puisque nous avons évoqué le titre du roman. Et puis, Sihem Majbri qui salue Sofiane, Isabelle Moud, Kamel Hleli, Leïla Mahraj, Jamila Akrout et beaucoup d'autres sont avec nous et commencent à interagir avec leurs questions. On va voir cela tout à l'heure. Mais moi, je voudrais qu'on revienne avant d'élargir notre conversation à toute cette construction que vous faites autour de la notion de désenchantement. C'est-à-dire que finalement, le livre, c'est le désenchantement d'un individu, le narrateur, c'est aussi des fuites dans l'esprit de ce narrateur qui va choisir deux médiatrices qui vont en quelque sorte le sauver de lui-même, mais c'est aussi le désenchantement de tout un pays que vous essayez de brosser en 198 fragments de personnages. Et ça, c'est une gymnastique assez ardue. C'est ça qui fait l'intérêt de ce livre. C'est qu'en passant sur les 33 séquences, vous allez entrer dans des univers qui sont très différents, qui puisent dans l'histoire, qui puisent dans la géographie, qui puisent dans le quotidien. Et c'est un travail de fond qui est très appréciable, Sofiane. C'est un artificier. Il ne pose pas des questions, il met de véritables bombes. Et bien sûr, nous participons du même métier. Et lui, il le fait avec maestria. Moi, je n'aime pas Claudel, par exemple. Mais Claudel a dit un jour que la littérature n'est qu'un
cris poussés devant les tombes mal fermées. Nous avons eu Messadi, le fameux, le grandissime Messadi. S'il n'était pas tunisien, il aurait peut-être eu le prix Nobel. Messadi est immense par rapport aux Orientaux, même par rapport à la pensée occidentale. Mais lui, il s'appelle Messadi, il est né à Tazalka, quelque part, dans ce beau pays, ce beau promontoire qui est le Cap-Ban. Et je salue mes amis du Cap-Ban qui sont en train de nous suivre actuellement. Il disait que l'art, la littérature est tragédie ou elle n'est pas. Et puis, en disant une fois Jean Cocteau, il a dit que la vie de l'artiste est une crise. Et l'artiste ne peut pas donner des petits fours ou bien donner des roses. S'il donne des roses, elles fanent très vite. La littérature est faite beaucoup plus d'épines que de roses. Quand relit Jean Valjean, Les Misérables. Les Misérables est l'un des livres les plus grands de tous les temps, les plus immenses. Mais c'est un livre douloureux. C'est-à-dire sa lecture, on a beau avoir sorti des petites historiettes pour les enfants sur Fantine, Cosette et tout ça, mais ça reste quand même un livre qui taillade son lecteur. On revient toujours vers ce genre de livre. Quand on relise Colette, par exemple, dans Chéri ou dans beaucoup d'écrits, où les drames sont représentés d'une manière assez puissante, assez profonde. Moi, personnellement, bien sûr, on ne choisit pas, ce n'est pas une écriture à thèse. Mais le désenchantement, c'est aussi Chateaubriand, c'est aussi Benjamin Constant. Les gens qui ont vécu après la Révolution française. D'ailleurs, j'ai lu récemment un livre de Marc Fumaroli, qui est mort en 2020, qui était critique écrivain, un gros pavé de 800 pages, qui s'appelle Chateaubriand, la poésie et la terreur. Les gens qui ont vécu à travers tout ça, après, ils ont eu un regard rétrospectif. Ils se sont rendus compte, comme a dit Napoléon un jour, il a dit, monsieur, jusqu'ici, on a écrit le roman de la Révolution. Maintenant, on va écrire son histoire. On va voir ce qui est réalisable dans tout ça. Et Napoléon devient premier consul, après, il devient empereur. Et une fois, les 100 jours, il a dit, allons, Bonaparte sauve Napoléon, parce que Napoléon, c'était Napoléon Ier, le souverain, l'empereur. Mais Bonaparte, c'était le combattant, c'était le Corse né à Ajaccio qui a fait son ascension comme ça et tout. Donc c'est un roman de la désillusion parce que qu'on ne veuille ou pas, nous vivons mal, nous vivons très mal, malgré tous les acquis qu'on a réalisés. C'est un peu Maxime Gorky, parlant de Tchekhov, il a dit un jour, un homme est venu du haut de sa grande taille, il a regardé ses contemporains, il leur a dit « Vous vivez mal, messieurs, dames ». Alors, deux questions qui nous viennent de ceux qui nous suivent en ce moment sur la page de l'Institut français. La première, c'est pourquoi avez-vous écrit ce roman de Amira Masrour? Et puis la deuxième, c'est de Monam El-Masri qui vous demande quelle société préfère Sofiane Ben Farhat, quel type de société préférerait-il pour le futur? Voilà. Voilà. Pourquoi écrire ce roman? Je ne sais pas. Il y a certains succès qui sont le fruit d'un accident, d'un malentendu. Mais toujours est-il que l'art vit de contraintes et il meurt de liberté. Quand on écrit, quand on travaille, on est toujours astreint à beaucoup de discipline. Il y a une certaine séquestration. D'ailleurs, dans les mots de Jean-Paul Sartre, il dit « L'appétit de littérature enveloppe un refus de vivre ». C'est une séquestration. Quand on est en train d'écrire, on sait qu'il y a de belles plages, qu'il y a de belles filles, qu'il y a de belles pastèques, qu'il y a de très belles boissons fraîches. Mais on est là en train d'écrire parce qu'on se prive quelque part de la vie. On se prive aussi de sa famille. Mais aussi, on écrit par accident. Par exemple, moi, dimanche matin, je me suis réveillé à 5h40 minutes, ou 5h20 du matin, et j'ai pensé à un nouveau roman. Et Les Tours de Taclona. J'ai même le titre. Et je me suis précipité sur ma paperasse pour prendre des notes. Pourquoi écrire? Moi, dans l'un de mes livres qui a été l'un des livres dont je suis fier, Rencontre avec des Tunisiens d'exception, sorti en 2006, que j'avais présenté même au Salon du Livre de Paris, je fais une longue digression sur pourquoi écrire. Écrire, c'est mon destin. Et pour moi, l'écriture, c'est l'art par excellence, c'est l'acte sacré par excellence. Dieu, dans sa grandeur, aurait pu s'adresser aux hommes à travers des télés, à travers l'Internet à l'époque. Mais Dieu a laissé des écritures à Moïse, à Mahomet, à Jésus, à Mazdek, à tous les prophètes. Il y en a eu à peu près
400, disons, d'après ce que disent les musulmans, 6000 d'après les anthropologues et tout. Donc, l'écrit reste quand même un acte fondamental. Pour moi, sans écriture, je ne peux pas vivre. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait toute ma carrière à la presse. J'ai été l'un des journalistes les plus prolifiques, par exemple. J'ai écrit beaucoup de livres et j'ai écrit, par exemple, maintenant, j'ai 4 à 5 livres qui sont déjà prêts, parce que j'écris tout le temps. La société dans laquelle j'aurais voulu vivre personnellement, réellement, j'aurais voulu vivre dans la société andalouse du XIe siècle, où les juifs, les musulmans et les chrétiens coexistaient, où le savoir était prodigué par tout le monde, où Maïmonide, qui est un arabe, Ibn Maïmoun, écrivait en hébreu, en arabe, Al-Munqadh min al-Dhalal, le guide des égarés, où Ibn Rushd est devenu Averroès, où Ibn Zahr est devenu Ibn Avenzoar ou quelque chose comme ça. Cette société était d'une ouverture d'esprit. Il y avait tellement de gens qui transmettaient le savoir entre eux. Il y avait un melting pot universel. C'est l'une des sociétés dans laquelle j'aurais voulu vivre. La société qui a débordé un peu sur le début du XIIe siècle avec Ibn Rushd, Ibn Zahr, Ibn Tufayl, Ibn Maïmoun, Ibn Jibriol. Et bien sûr, de l'autre côté, il y avait un autre grand intellectuel qui a fondé, parce que je considère qu'il y a 3 figures qui ont fondé l'intellectuel moderne. Abélard en France, Ibn Rushd chez les Arabes musulmans, et Ibn Maïmoun, Maïmonide, Ibn Rushd qu'on appelle Averroès, Ibn Maïmoun on l'appelle Maïmonide, chez les Arabes juifs. Et quand il a fondé la Sorbonne, Abélard, il s'est marié avec Héloïse. Non, il a eu pour amante. Ils ont eu un enfant hors mariage. Il l'a nommé Astrolabe, d'ailleurs. C'est dangereux d'avoir un père comme Héloïse et comme Abélard. Et à certains moments, il disait, moi, je voudrais aller chez les Sarrasins, parce qu'ils sont plus libres d'esprit. Et encore, lorsqu'ils sauront que j'aurais été martyrisé pour mes idées ici, chez les Francs, ils me traiteraient encore mieux. Cette société-là, la société andalouse du XIe siècle, est l'une des sociétés les plus avancées au niveau économique, social, culturel. Regardez par exemple les gens qui ont écrit des livres comme, par exemple, Tawq al-Hamam, Le collier des pigeons ou de l'amour et des amants, Ibn Hazm, qui était un rigoriste sur le plan religieux, mais il a écrit le livre de l'amour par excellence, le L majuscule, livre majuscule, amour avec A majuscule, et où il acceptait même l'amour de la femme pour la femme, de l'homme pour l'homme, et ainsi de suite, sans dire la'natallah Ali, c'est-à-dire qu'il soit maudit ou quelque chose comme ça. Moi, j'aurais voulu réellement vivre dans cette société-là, qui était l'une des plus belles sociétés au monde, mais il n'en demeure pas moins que la société dans laquelle je vis actuellement, j'essaye, à défaut d'y être en harmonie avec mon entourage, au moins de cultiver mon jardin, comme dit un personnage de Candide aussi. Très bien. Alors, nos auditeurs, lecteurs qui sont de l'autre côté de la toile, ils sont très actifs, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions maintenant qui sont posées. Et je voudrais faire une synthèse rapidement de ces questions. D'abord, on vous demande si vous avez des rapports avec le conte, quel est votre rapport avec les conteurs, et si vous êtes attiré par les univers fantastiques. On vous demande également, et c'est Leïla Mahrez, est-ce que ce roman dévoile les pensées profondes de son auteur, ne serait-ce que de manière inconsciente? Et puis, le désenchantement, toujours de Leïla Mahrez, du personnage, est-il celui de l'auteur? Une autre question qui va un peu dans le même sens, c'est Fritz qui nous la pose et qui nous dit « J'aurais aimé que Sofiane Farhat nous plonge davantage dans son roman et nous donne des clés de lecture pour que nous puissions aller plus en profondeur dans son livre. » Et puis une autre question de Kamel Hleli qui nous demande quelle est la matrice du Tunisien? Comment définir le Tunisien après ce qui a été dit il y a quelques instants? Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je sais que ça va un peu dans plusieurs sens, mais je crois qu'on peut rassembler cela par rapport à des clés de lecture. Oui, la première question, donc, c'était le conte, le monde fantastique. Voilà, le conte. Tout mourra, le conte restera. Moi, je suis un excellent conteur parce que ma mère, elle est morte il y a longtemps.
était une femme qui contait beaucoup d'histoires. J'ai appris, parce que moi, même à la radio, à la télé, je suis un conteur de toute manière. Et puis, tout mourra, mais le conte restera. C'est-à-dire, au début, les gens commençaient à... Le Coran a été écrit sur les omoplates des chameaux. Avant, on écrivait sur les os des animaux. Puis, il y a eu le papyrus. Puis, il y a eu les livres. Maintenant, le livre disparaîtra. Il y a l'Internet, il y a tout ça. Mais le conte reste. Avec notre ami Kamel Heleli, précisément, qui est aussi un excellent conteur et romancier et journaliste, qui a posé une des questions. Je disais l'autre jour en parlant, on a lu ensemble une interview de Günter-Grass, qui a écrit le tambour. Günter-Grass, le grand, l'immense Günter-Grass, l'écrivain allemand. Heinrich Böll, Günter-Grass, c'est de le panthéon des plus grands écrivains. Il disait, moi, je suis influencé par les Mille et une nuits. C'est le roman, c'est le picaresque. Même les religions, parce que les religions, on revient toujours vers les religions, c'est des contes en fin de compte. Moi, j'aime le conte. Et une histoire bien contée, par exemple l'histoire de la Tunisie, quand je la raconte, les gens me comprennent parce que je la raconte à travers des petites historiettes. Mais si on la débite en rouleau chinois comme ça, en 814 est venu Élissa, en 202 il y a eu la bataille de Zama, en 146 Carthage. Mais si on raconte l'histoire autrement, elle peut être retenue. Donc, les hommes ont toujours besoin de se raconter des histoires. Le rêve est une espèce de conte. On est toujours dans le conte. La conversation est un conte. Les bonnes manières, l'étiquette, c'est un conte. C'est-à-dire que tout disparaîtra, mais le conte restera. Un jour, il n'y aura peut-être plus de cinéma, mais le conte restera. Et c'est pour ça que le théâtre perdure. Le théâtre qui est l'art nourricier de tous les arts, c'est un conte en fin de compte. Aragon, dans La mise à mort, que j'ai lu il y a longtemps, il dit « Let's pretend », on va prétendre que. Voilà. Donc le conte, pour moi, c'est essentiel, d'autant plus que pour moi, le plus grand roman de tous les temps, ça a toujours été Les Mille et une nuits. Très bien. Alors, deux autres questions qui ont été posées il y a un instant. Est-ce que le personnage désenchanté, est-ce que le narrateur, c'est vous, pour poser la question directement? Oui, les gens croient toujours que l'écrivain, c'est le personnage. À travers son style, peut-être c'est lui. Oui, quelque part, parce que l'écriture est un acte dangereux. Boileau, excusez-moi, je fais beaucoup de citations, mais c'est comme ça. Il disait, il est dans tout art des degrés différents, on peut avec honneur occuper le second rang, mais dans l'art dangereux de rimer et d'écrire, il n'est point de degré du médiocre pire. On dit, c'est-à-dire où tu es au top, sinon c'est pas la peine. Donc moi, je crois que quelque part, il y a une part du personnage. Mais ce n'est pas autobiographique. Non, loin s'en faut. Donc, les gens croient que... alors, quand j'ai écrit Le regard du loup, ils croyaient qu'au fond, c'était moi. Il est vrai qu'il est né à Tunis, dans la Médina et tout ça, comme moi. Et maintenant, ils croient que Koulsou, c'est moi. Non, c'est peut-être une partie de moi, ce que j'aurais voulu peut-être être. Depuis la poétique d'Aristote, on sait que le roman n'est pas ce qui a été, mais ce qui est possible. C'est la mimésis. Très bien, alors on termine avec cette série de questions. Des clés de lecture, peut-être une manière pour le lecteur d'entrer dans ce roman que vous pourriez suggérer. Je sais que c'est difficile de poser cette question à l'auteur. Voilà, donc nous, pourquoi on est dans la question-réponse? Parce qu'on est maintenant dans l'Internet, même s'il y a une assistance assez nombreuse et que je salue les gens qui sont venus braver les conditions atmosphériques et surtout du Covid-19. Et c'est un honneur pour moi la présence de tout un chacun et de chaque dame qui est parmi nous. Donc, on est plus dans l'interactivité. La grille de lecture, c'est peut-être le début et la fin. Vous savez, les romanciers, ils aiment toujours, par exemple, Céline, moi j'admire beaucoup Céline. Je trouve avec Blaise Cendrars, c'est mon modèle d'écriture. Voyage au bout de la nuit, il commence par partir. Non, il commence par rien. Rien. Il finit par tout. Moi, je commençais par partir. Alors, la première phrase, c'est un seul mot, partir. Moi aussi, je nourris un rêve de bons projectiles. C'est ça. On a tous envie de partir. Mâcher des mots nouveaux. Je ne sais pas si vous avez le livre devant vous, je vais vous lire juste un petit passage. Pour moi,
En plus, à notre ami Leïla, je dirais, avant, j'intercale pour répondre à la question précédente, une citation que j'ai mise là d'Eliphore. Parler des autres, c'est parler de soi-même. Et puis, qui sont les autres? Ceux qui ont écrit, ceux qui ont vécu, ceux qu'on se figure inventés, ceux dont nous construisons les vies imaginaires avec les réalités de la nôtre, ou ceux dont la vie réelle forme nos imaginations. J'ai trouvé cela très beau. Alors, en incipit, je le dis carrément, et c'est ma grille de lecture, en fait. Nous, en bons journalistes, nous savons que l'attaque est très importante dans un article. Il y a l'attaque, l'angle et la chute. Et surtout, nous, les francophones qui aimons le style, l'attaque pour nous est fondamentale. Ce qu'on appelle l'incipit, d'ailleurs, dans les romans. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ça, c'est Proust. La recherche du temps perdu. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans la maison d'Hannibal. C'est bien sûr Salammbô de Flaubert. Moi, j'ai dit partir. Moi aussi, je nourris un rêve de bons projectiles. On a tous à un moment ou à un autre la bougeotte. Le ronron quotidien tue à petit feu. Ta maison, ta cafétéria, ton boulot, tes vieux tics qui nous vous plient. Foutaise que ces prétendus irrémédiables transcendent d'incarcération feutrée. Il y a encore place en soi pour de nouveaux départs, de nouveaux visages. On se prend l'envie de mâcher des mots nouveaux, fût-il le désarroi, changer de coup de cafard au besoin. Je suis usé. J'ai mis beaucoup de temps à cesser d'être jeune. J'ai mal au cœur, mal au présent, mal au pays que je ne reconnais plus. C'est ça. Et ça dit effectivement beaucoup de choses. Alors, on va clore provisoirement avec nos amis qui sont sur l'Internet, avec une autre question, une simple question, et puis on va ouvrir un peu la discussion avec les présents ici dans la salle. Nous sommes quand même une petite vingtaine, et puis de l'autre côté, nous sommes une petite cinquantaine. Donc, ça va permettre d'ouvrir un peu plus largement la discussion. C'est Alfonso Campisi qui vous pose la question suivante. Il est universitaire et également auteur de plusieurs ouvrages, et il vous dit, encore une fois, la question du titre, est-ce que vous êtes passé d'autres titres? Comment êtes-vous arrivé à ce chat et à ce scalpel? Et il sait, et il écrit qu'il est toujours difficile, ce n'est jamais évident de choisir le titre de son propre livre. Oui, bien sûr, Alfonso Campisi, qui est le plus tunisien des Italiens, des Siciliens surtout. Oui, je connais très bien et j'aime beaucoup ses écrits, j'aime beaucoup son style aussi. C'est quelqu'un qui est très attaché aux histoires profondes. C'est un Italien pur jus. Bon, mes amis français m'excuseront ici, mais on a tendance à dire que les Français sont des Italiens ennuyeux. Mais les Français sont des Italiens aussi batailleurs. C'est vrai. Quand vous êtes dans un hôtel, par exemple, quelque part, partout dans le monde, ou dans un restaurant, s'il y a quelqu'un qui dit « c'est sale ici, ça ne va pas, ça ne marche pas », c'est un Français. Donc, c'est des gens qui ont toujours... C'est des querelleurs, des bagarreurs. Nous sommes la synthèse des Italiens. Nous avons l'aspect un peu filou, même si la mafia a été exportée de Tunisie vers l'Italie, puis réimportée. Et aussi, bien sûr, des Français, avec notre enfant amazigh, arabe et tout, nous sommes cosmopolites. C'est vrai qu'il est très difficile de choisir un titre. Le titre est toujours quelque chose de... Parce que c'est la vitrine, quelque part. Mais aussi, quand on prenne, par exemple, l'excellent canteur tunisien Ali Douaji, il avait écrit une nouvelle qui s'appelle La mère d'Ève. Et Taha Hussein, l'un des hommes illustres, immenses, a dit quel titre? Mais mon Dieu, quel titre? Si on prend par exemple Le Baron Perché, si on prend des titres par exemple qui sont parfois de véritables provocations, des appels à, si on prend par exemple dans la littérature française, Le Voyage au bout de la nuit, ou bien Blaise Cendrars, L'homme foudroyé, La main coupée. Le titre, il est difficile de le choisir, mais bien sûr, quand on est écrivain, parce qu'il y a toujours quelque part quelqu'un en soi qui vient te dire tu aurais dû peut-être faire ceci ou cela. Moi, le titre que j'avais choisi au début, réellement, en 2016, c'était La blessure de l'olivier. C'est la fin du roman. C'est la fin du roman, je voulais arriver à cela justement. La fin du roman, c'est La blessure de l'olivier. Et après, je me suis rendu compte que c'est peut-être trop champêtre. Et, enfin, quand j'ai écrit cette phrase, c'est un chat qui se met près du corps et ronronne, et c'est le personnage de Libre, mais il tient un scalpel, ça s'est imposé. D'ailleurs, j'en ai parlé à Kamel Helali. Il m'a dit, oui, c'est ça. Parce que lui, il suivait tous mes écrits, avec d'autres amis aussi. Voilà. En fin de compte, ce qui importe,
c'est l'écrit. Moi, je trouve, quel que soit, je suis content que ce livre ait trouvé beaucoup de lecteurs, qu'on fasse maintenant une seconde édition. J'espère que je dirai après une deuxième, parce que quand il y a troisième, on dit deuxième, et quand il y a uniquement une deuxième, on dit une seconde. C'est ça la langue française, avec ses fantasmagories. Pour écrire doigt, on dit D-O-I-G-T. Le verbe aller, je vais, tu vas. Bon, ça, les verbes irréguliers, mais on dit que le français rend intelligent aussi. Parce qu'il y a tellement de verbes irréguliers, il y a tellement ça rend aussi intelligent, c'est vrai. Et puis, c'est une langue galante. C'était la langue, la diplomatie. C'était aussi la langue des bordels, vous m'excusez le terme. Mais enfin, des maisons de Vénus, comme on disait à l'époque, quand on écrivait des... Donc, c'est une langue galante. Il est vrai que à la fin, cette phrase qui clôt le début, parce qu'en fin de compte, lui, comme libre, il reste, mais il se consume de l'intérieur. Parce que vous pouvez la lire, si vous voulez, Hatem, la dernière phrase, c'est-à-dire à la mort de Jésus, tous les arbres ont perdu leur feuillage, sauf l'olivier. Et les autres arbres lui ont dit, ah, toi, comment ça se fait? Jésus, Jésus, béni soit-il, le Fils de Dieu est mort. Et toi, tu n'as pas perdu ton feuillage. Il leur a dit, les grandes douleurs sont muettes. Et on voit que plus il vieillit, l'olivier, plus on voit qu'il est creusé de l'intérieur. Et comme le souvenir, d'ailleurs, c'est ça. Je parlais de Proust, toute proportion gardée, bien sûr. Moi, je suis Sophia Bofarhat. Lui, il est Proust. Il a institué l'écriture impressionniste moderne. Il dit au début, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le souvenir de certaines images sont le regret d'un certain instant, mais les rues, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. Donc, la fin de la recherche, pas de la recherche du temps perdu, mais la fin du premier roman qui est du côté de chez Swann. Donc, l'incipit et la fin. Je revenais toujours pour l'écriture, nous sommes aussi influencés par notre métier de journaliste. C'est l'attaque, l'angle et la chute. Donc, moi, je trouve que le complément de ce que j'ai dit au début, c'est la fin, c'est que nous resterons dans ce pays. Nous sommes comme ces oliviers millénaires qui vivent. Nous avons des oliviers au sud tunisien et au nord de la Tunisie qui sont là depuis 3000 ans. On peut aller les voir du côté de Chlaf, par exemple, près de Khilibia, ou l'olivier d'Akalit du côté de Medni, de Tataouine plutôt. Et nous resterons comme cet olivier creusé de l'intérieur, mais qui est toujours là et qui donne l'une des plus belles choses au monde, qui sont les olives et surtout l'huile d'olive. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir, poser une question, un commentaire, de manière à ce qu'on puisse élargir la discussion? Très bien. Donc, nous allons prendre votre intervention dans un petit instant. Voilà, le micro arrive, c'est juste là. Merci. Merci pour la brève présentation que vous avez faite. C'est très intriguant comme livre. Mais je vais commencer une série de questions. Je vais commencer avec le titre, encore une fois, parce que c'est intriguant comme titre. Vous disiez le chef scalpel. Scalpel, c'est un instrument tranchant qu'on utilise pour disséquer. C'est quoi le rapport, c'est quoi la métaphore que vous voulez transférer à travers ce titre? Et puis, je vais poser encore une question. Pourquoi vous attendez 4 ans pour écrire ce livre? Parce que vous avez dit que vous avez commencé à écrire en 2016 et puis vous avez laissé tomber pour l'écrire cette année, l'année précédente. Pourquoi vous attendez qu'à 4 ans? Qu'est-ce que vous attendez au juste? Et puis, je vais poser une question à propos des personnages. Vous avez dit il y a 10 protagonistes. Il y a une quinzaine. Est-ce que c'est basé sur histoire réelle ou c'est purement fictif? Merci. Oui, alors je commence avec la première question, le scalpel. Moi, je considère que la littérature, c'est une planche d'anatomie psychologique, affective, rationnelle. Donc, c'est une espèce de dissection. Je parlais tout à l'heure même de Claudel qui disait que la littérature est un cri poussé devant les tombeaux encore ouverts. Donc, pour moi, c'est le chat qui se met près du cœur qui ronronne, mais le ronronnement, on ne va pas s'attendre à l'aspect doucereux, tout ça. Il y a un scalpel et il y a beaucoup de
blessures dans ce livre qui sont mises en évidence par les rendements de chat. Voilà. Alors, pourquoi avoir pris 4 ans? Je ne l'ai pas écrit en 4 ans, je l'ai écrit en 2 mois, pour être franc. Mais je l'ai mûri pendant des années. Il y a des livres que je mûris. Par exemple, il y a un livre que j'ai écrit depuis 20 ans, dans ma tête, à travers des notes, à travers des canevas, mais un jour, je l'écrirai. Par exemple, un livre sur Hannibal, par exemple. J'ai un livre sur Blochadou. J'ai beaucoup de choses. Mais en 2016, ce n'était pas mûr. C'est-à-dire, la société tunisienne en 2016 n'était pas encore claire. Le système de la Révolution, là où a fini le bilan de 10 années de la Révolution, maintenant, c'est plus mûr pour pouvoir en parler. Moi, je n'ai pas voulu parler de la Révolution, mais j'ai voulu parler de personnages vivants après la Révolution. Et donc, j'ai trouvé qu'en 2016, c'était un peu tronqué. Et en 2019, je me suis dit, ici, maintenant, je peux raconter, et je l'ai fait. Très bien. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Ah oui, le personnage. Non. Mais c'est une histoire, c'est-à-dire une histoire plausible. Il n'y a pas de personnage réel. Même leurs noms ne sont pas Koulsou. Il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle Koulsou maintenant. Enfin, on a une famille Koulsou maintenant, Mehdi Koulsou. Mais c'est des personnages vraisemblables. Dans la littérature, dans l'art, on ne parodie pas la réalité, mais on fait comme si. C'est la fameuse mimésis. C'est-à-dire on mime la réalité. Donc les personnages, on va retrouver qui sont peut-être familiers, mais ce n'est pas des histoires réelles. Mais ça part de la réalité. Plausible, possible ou bien assumé. Alors, j'ai encore une fois le titre qui revient dans les commentaires, et là, c'est le scalpel qui retient l'attention, et on vous demande si vous n'êtes pas tenté, comme le commissaire Montalbano dans l'œuvre du Sicilien Andrea Camilleri, d'avoir une vision au scalpel sur les tréfonds de la misère tunisienne. Et le chat aussi fait parler, puisqu'on parle du chat et des 7 vies du chat, qui serait le nombre de personnages. Oui, le scalpel, c'est-à-dire, moi, je crois à l'écriture foudroyante. L'écriture ne peut pas être lisse. Elle ne peut être que foudroyante. C'est comme la poésie, elle est poignante. Une belle phrase, par exemple, quand vous dites, ça vous fait pleurer, ça vous fait rire, ça vous fait espérer. Les mots sont toujours dangereux. C'est un carrefour de sens. Les mots sont toujours dangereux. C'est pour ça, ce n'est pas facile de balancer les mots à tort et à travers entre individus, dans la vie des gens, entre hommes et femmes, entre fils et entre amis. Ce n'est pas facile. Les mots sont toujours porteurs de charges émotionnelles très fortes. Et donc, le scalpel, oui, c'est une écriture au scalpel. Oui. Moi, j'aime bien l'écriture au scalpel, c'est-à-dire une écriture qui essaye d'aller au-delà de l'esthétique, surtout que maintenant, avec tout ce qu'on voit à la Silicon Valley, avec, les hommes se travestissent, les femmes se travestissent, tout ça, ce n'est pas la profondeur des êtres humains. Bien sûr, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais il y a toujours, le scalpel révèle la réalité. Bien sûr, quand on dit scalpel, on pense à sang et tout ça. Mais maintenant, on fait des opérations chirurgicales avec, comment on appelle déjà, avec des rayons X et du laser et tout ça. Donc le scalpel a changé, mais l'acte demeure. Oui, l'imagerie médicale aussi. Le chat, oui, le chat c'est celui qui ronronne. Le chat est un animal mystérieux. Vous savez, moi, j'ai des chiens plutôt que des chats. J'ai 3 chiens. Je ne me suis jamais essayé à avoir des chats, mais j'ai vu très jeunes des chats. Ils sont difficiles à... Le chat, par exemple, dans l'éthologie, la psychologie des animaux, il est toujours mystérieux. C'est presque un animal sauvage. En fait, le chat n'est jamais domestiqué, mais le chien est un loup domestiqué. C'est un loup qui a faim et qui commence à faire de l'adaptation. Un jour, les chiens deviendront comme les serpents, ils vont ramper. Rien que pour manger, pour boire. Les chats, non. D'ailleurs, quand on élève un chat, il est davantage libre pour sa nourriture que lorsqu'on élève un chien. Et le chat est un animal mystérieux, c'est un animal qui occupe dans l'imaginaire collectif cette zone d'ombre sauvage, mystérieuse, cette zone fascinante qui est en chacun de nous. Le chat hante les rêves beaucoup plus que le chien. Et les chats nourrissent l'amour beaucoup plus que les chiens. Très bien. Alors, on est d'accord avec vous, Leonardo Tonus. L'écriture ne peut être que foudroyante. Et nous allons continuer la conversation ici. Madame, c'est à vous.
Alors, bonsoir. Si j'ai bien compris, vous avez dit que l'écriture, c'est l'expression aussi du drame. Vous avez cité des auteurs très connus du passé. On dit qu'on exprimait des drames. Moi, je suis aussi écrivain journaliste et des fois, je pense qu'il y a aussi une expression de joie. Si je pense à des auteurs comme Hemingway qui exprimaient la force, la joie de Ouais. vivre. Donc, on a eu beaucoup de débats sur ça. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez, si c'est aussi une façon de mieux vivre, d'exprimer la force et la joie, plus que le drame. Oui, Hemingway, bien sûr, pour qui sonne le glas, et aussi Hemingway appartenait à cette génération qu'on appelait la génération perdue, qui est l'une des plus belles générations, avec Scott Fitzgerald et tout ça, John Dos Passos et tout, Gertrude Stein et tout. C'est l'une des générations les plus fécondes dans l'histoire de la littérature. Mais Hemingway était aussi hanté par la mort. C'est vrai que c'était un épicurien. D'ailleurs, pourquoi on l'appelait la génération perdue? Parce que Gertrude Stein est allée réparer la roue de sa voiture et elle voyait que le proprio disait à l'ouvrier, tu ne sais même plus réparer un pneu. La guerre vous a perverti. Vous êtes une génération perdue. Et elle sort avec cette phrase et elle va dire à Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway, qui passaient le plus clair de leur temps à boire avec Zelda et tout ça, avec Dos Passos. Elle leur a dit, vous êtes une génération perdue. Vous devriez écrire. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Il n'a pas perdu sa main comme l'a perdu, par exemple, Besson-Grars. Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire l'adieu aux armes et tout ça. Ses œuvres étaient des œuvres un peu épiques. Hemingway, Le vieil homme et la mer. C'est-à-dire que la joie, et en fait, il s'est suicidé avec la même arme avec laquelle s'était suicidé son père en 1961. Et quand il a eu le prix Nobel, il a dit Callum Jackson aurait dû l'avoir, qui était une immense écrivaine nordique. Donc, lui, il voulait exprimer la joie, mais il aimait la tauromachie, qui est presque une danse macabre. Donc, il y a peut-être une joie dans la mort, ce qui permet la vie de toute manière. La vie, elle a existé grâce à deux choses, la sexualité et la mort. Sauf pour les bactéries, par exemple, et les microbes. Mais ce qui autorise la vie, c'est la mort. Donc, lui, il n'était pas mortifère, mais il avait un certain culte de la mort. Dans ses écrits, ça transparaît d'une manière en filigrane. Et en fin de compte, je crois qu'il a choisi de mourir comme ça. Tout comme Roland Barthes est mort à bicyclette, qui était presque un suicide, et tout comme Albert Camus, l'immense, le grand, est mort dans un accident. C'était presque une mort parfaite pour lui. Merci, Sofiane. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole pour poser une question, faire un commentaire? Permettez-moi alors de vous lire quelques extraits, très brefs, mais c'est vraiment des extraits qui peuvent vous donner envie d'aller un peu plus loin. Premier extrait, je vois des éparpillements infinis. J'écoute des voix sans articulation, des existences sans corps, des fils. Des rictus d'horreur s'imprègnent sur des faciès sans traits. J'aperçois des sillons douloureux sur des terres vaines, des trajectoires infinies, sans source ni fin. Deuxième extrait. Une autre nuit d'hiver. Tout comme il y a des séismes, j'ai des tremblements de larmes. Le flot des larmes anciennes et à venir aussi me submerge. L'averse des larmes remonte irrépressible. La pluie regarde longuement à l'intérieur des demeures et des âmes. Désolée, elle se répand alors sur les carreaux et les pommettes rougies de fleurs et de désolation. Troisième extrait, l'avant-dernier. Ce matin, envie folle de croquer un plat de kefteji. Je m'accoutre en blouson noir et je me rends en moto à l'hypercentre de Tunis. Le quartier du Passage a perdu son lustre et Dieu sait s'il en avait. Et puis, pour conclure ces extraits, celui de la dernière page, le dernier paragraphe du livre.
qui est très beau, vous allez le constater si vous n'avez pas encore lu le livre. Je suis plein de nuit. Je n'ai plus que mon silence. J'en protesterai jusqu'à la fin de mes jours. Je ne me lasse jamais plus d'écouter le murmure des oliviers dans leurs gesticulations noueuses. À la mort de Jésus, tous les arbres avaient perdu leur feuillage en guise de deuil, excepté l'olivier. Les autres arbres s'avisèrent de savoir pourquoi. Il leur montra ses entrailles immensément creuses, éternellement rongées par le chagrin. Les grandes douleurs sont muettes, comme les souvenirs. Fin de citation. Merci à vous tous. Merci Sophia Mfarhat. Merci Hatem Boulied pour cette présentation. Il y a beaucoup d'hommages dans vos propos. Merci aussi à l'IFT. Merci à toute l'assistance. J'espère que la littérature nous donnera toujours possibilité de revivre. Ici même, en 1986, on avait invité Claude Julien, qui était un grand journaliste qui dirigeait le Monde diplomatique. Et moi, tout jeune, je lui avais posé une question. Je lui ai dit, moi, je lis le Monde diplomatique jusqu'à maintenant, chaque mois. Pourquoi toujours il y a une nouvelle? Il m'a dit, c'est pour renvoyer à l'humain. Et parce qu'il y avait des coups d'État, de tout ça, ça parle de barils de pétrole, de Chili, de pays, tout ça. Donc j'espère que ce type de rencontre, de forum, d'agora, de Twiza, comme on dit chez les Berbères, chez les Amazirs, les fiers Amazirs, nous permettront toujours de renvoyer à l'humain. C'est l'un des moments les plus précieux de ma vie que d'être avec vous et d'être avec les personnes qui sont derrière leur clavier en train de nous suivre. Voilà, merci. Et on va laisser le dernier mot à nos amis qui nous ont suivis sur Internet, notamment à Leïla Mahrez, qui me félicite pour la lecture, je ne vais pas manquer ça, et qui dit, et je trouve que c'est un beau mot de la fin, la littérature a toujours utilisé les félins. Le chat, c'est les personnages qui peuvent être bienveillants ou au contraire démoniaques. Très bon choix. Le scalpel, c'est aussi la précision et la profondeur. Et je crois qu'on ne saurait mieux dire. Merci Leïla Mahrez, merci à toutes et à tous, merci Sofiane, et merci à l'IFT de nous avoir réunis.